Bonjour chers amis, bonjour à toute la communauté congolaise, mais pas seulement la communauté congolaise, aux amis africains aussi et aux amis de la communauté internationale. J'ai décidé aujourd'hui de faire ce message à la bienveillante attention de nos communautés telles que je les ai citées. Je commencerai en préambule par dire à la face du monde, devant Dieu et devant l'histoire, que la lutte politique que moi je mène, qui a vu ses débuts en qualité de membre de l'UDPS, c'est une lutte qui n'est pas menée contre, ou une croisade menée contre tel ou tel groupe, ou une croisade menée contre telle ou telle idéologie, ou tel pays, ou telle communauté. Non. La lutte politique que j'ai appris à mener au sein de l'UDPS et je continue en dehors de l'UDPS est une lutte qui s'inspire de mon expérience personnelle. De près de 60 ans dans l'histoire du Congo, et cette lutte se situe au niveau des idées essentiellement, et particulièrement de l'esprit. Donc si quelqu'un se sent offensé, un groupe donné dans un tel ou tel pays se sent offensé par mes propos, ou se sent offensé par ma manière d'être, ou se sent offensé par mon irréductible attachement aux valeurs universelles, s'il se sent offensé, qu'il me pardonne. Qu'il me pardonne et qu'il ne prenne pas mes propos comme un crime de lèse-majesté, donc qui susceptible d'entraîner, de me faire taire par n'importe quel moyen, y compris des moyens invisibles, des moyens létaux, imperceptibles, qui apparaissent comme des moyens naturels, mais qui ne le sont pas. Alors c'est mon premier message, je voulais adresser, en particulier puisque j'ai vu que ma vie est de plus en plus en danger. Je ne le dis pas pour rien, j'ai des éléments probants. Alors je m'adresse à ces gens qui pensent que moi je mène une lutte contre eux. Je mène pas une lutte, je mène une lutte pour l'humanité. Et ma lutte ressemble à la lutte du Christ. Je mène une lutte pour l'humanité, puisque je constate que, en ce qui concerne le Congo, il y a une déviation des valeurs, une déviation des principes. Donc je mène pour rétablir ces valeurs dans leur bon chemin en ce qui concerne l'histoire de mon pays d'origine. Alors si quelqu'un se sent offensé d'une manière ou d'une autre, je lui présente mon pardon. Je lui demande que ça ne mérite pas qu'on me fasse taire de toute façon, de gré ou de force. C'est mon premier message. Mon deuxième message s'adresse à la population congolaise tout entière. Moi, je suis un enfant du Congo. Je suis arrivé en Europe à l'âge de 39 ans. Aujourd'hui, j'ai pratiquement 75 ans. J'ai pratiquement passé la moitié de mon temps dans mon pays d'origine et l'autre moitié dans le pays étranger, mon pays d'adoption qui est la Belgique. Donc, j'ai une certaine expérience. J'ai vu mon pays, j'ai vu les relations entre le Congo, la Belgique et le Rwanda et le Burundi depuis que je suis enfant jusqu'à aujourd'hui. Donc la première des choses, c'est d'adresser ma compassion
à notre population, à tous les habitants du Congo, pour tout le malheur qu'ils subissent de la part de la chose publique qui est mal gérée depuis 1960. Alors j'exprime ma compassion et tout en appelant cette même population à une prise de conscience. Mais la population comme telle, elle est victime. Elle a des difficultés pour faire un examen de conscience objectif. Elle est emportée dans sa passion, elle est emportée dans ses pulsions, comme toute autre population civile du monde. Mais le message s'adresse surtout à l'élite intellectuelle congolaise. Elle a une grande part de responsabilité dans notre sort d'aujourd'hui, puisque nous sommes toujours liés à notre affect. Nous avons de la peine à traverser le Rubicon de la modernisation. Nous avons beaucoup de peine. Nous sommes accrochés de manière ontologique à notre affectivité. Et de sorte que tout ce que nous a été légué par les colons belges a été complètement saccagé. L'héritage a été complètement disséqué, complètement anéanti, puisque nous avons manqué de conscience morale. Donc moi, je lance ce message-là à la population congolaise, message de compassion, mais un message de responsabilité à l'élite intellectuelle, en particulier à l'élite politique, puisque nous n'en avons pratiquement pas encore. Et l'autre message, le troisième que je voulais adresser, c'est un message j'adresse à mes frères Louba. À mes frères Louba, qui sont plus fanatiques aujourd'hui qu'hier. Moi qui vous parle, j'ai vu les luttes intestines qui ont eu lieu au Congo quand on a annoncé la proclamation de l'indépendance. J'ai vu la lutte intertribale entre le peuple Louba au Kasaï, déjà en 1958 et en 1959. Et cette lutte est arrivée jusque là où j'habitais avec mes parents à Léopoldville. Et à un moment donné, notre maison à nous, à Matete, était comme un refuge de tous les Balouba qui habitaient Matete et qui étaient du Kasaï, qu'on appelait État autonome du Sud Kasaï. Et mon père a failli avoir un rixe public avec un autre frère, un autre papa, qui était lui de Kananga, qu'on a commencé à appeler à ce moment-là les Benalouloua. Mais avant 1958, nous, on ne savait pas que les Balouba, il y avait des Benalouloua, non, on ne savait pas. On savait que tout le monde, nous étions tous des Balouba, nous avons les mêmes coutumes, nous avons les justes coutumes et les mêmes principes de vie. Alors, ça m'avait beaucoup touché. Ça m'avait beaucoup touché. Mon père a failli avoir un duel, n'eût été l'intervention d'un de nos voisins qui était lui-même aussi Moulouba. Il est sorti pour empêcher cette lutte fratricide à ma présence. Et j'avais 8 ans à cette époque. Et j'ai suivi le déroulement du gouvernement du Sud Kasaï. Et je peux vous dire que dans ma maison, ma mère était tout le temps en deuil. D'un côté, il y avait des troubles à Loulabou. Il avait des frères à Loulabou. De l'autre côté, il y a eu des troubles au Katanga. Et ma mère avait des frères, comme nous tous, comme mon père. Ils avaient des frères à Albertville. Ils avaient des frères à Jadoville. Ils avaient des frères à Elisabethville. Et dans toutes ces villes, il y avait une bataille contre le Louba, qu'on considérait comme des étrangers en terre katangaise. Et ma mère avait peur que ses frères ne soient tués à Albertville, ou à Jadoville, ou à Elisabethville.
Donc, ces faits sont restés inscrits dans ma conscience, de sorte que j'ai développé un sentiment de refus total des luttes, des guerres, un sentiment de recherche permanente de la paix. Puisque je voyais heureusement que ces oncles-là ont tous été rapatriés à Mbujimaï, qu'on appelait alors Bakwanga, sains et saufs. Mais je suis resté marqué par cela. Alors, j'ai vu le gouvernement de Kalonji. J'ai entendu parler du gouvernement de Ngaloula. Mais il y avait des crimes. Il y avait des crimes que ce gouvernement commettait contre ses propres frères. Il y avait des gens à qui on disait « Bamoshmaï ». Cela veut dire qu'on l'a exécuté. On n'acceptait aucune tolérance dans ce gouvernement-là. Jusqu'à ce que, finalement, il y a eu des négociations politiques qui ont mis fin à l'État autonome du Sud Kasaï. Et il y a eu des conciliabules entre les Balouba du Kananga et les Balouba de Mbujimaï. Ils ont fait des cérémonies rituelles pour mettre fin à cette guerre fratricide. Ce sont des faits qui m'ont marqué et qui ont marqué non seulement ma conscience, qui m'ont fait voir combien nous étions fanatiques. Et moi, j'ai vu des gens qui chantaient Kalonji Ditunga, il s'appelait Kalonji Albert. J'ai vu la population lui donner le nom de Ditunga. Et puis après, on lui a donné le nom de Moulopoué. J'ai vu les gens qui se prosternaient pour lui. Mais lui, il exécutait, son gouvernement exécutait ses frères. Donc, pour que la jeune génération sache ça, nous devons sortir de ce fanatisme-là. Nous devons tous nous battre pour notre dignité individuelle. Pour que les valeurs qui sont sorties grâce au message du Christ, ces valeurs que le monde entier a adoptées, ces valeurs-là, soient aussi d'application dans notre pays. Alors, lorsque quelqu'un se lève pour défendre ces valeurs-là, il n'est pas votre ennemi. Le Christ lui-même, en Israël, les pharisiens, c'était ses frères. Nous avons toujours dans notre idée que le Christ, c'est l'enfant de Dieu, mais dans son aspect corporel, dans son aspect matériel. Il est né de parents biologiques. Il a une famille biologique. Il a des frères biologiques. Mais le message qu'il portait était de portée spirituelle. Les pharisiens, ils lui ont posé la question. Un jour, vous êtes venu ici pour contester la loi de Moïse? Il leur a répondu. Je ne suis pas venu combattre Moïse. Je suis venu renforcer Moïse. Donc, lorsque nous, qui avons mené la lutte contre la tyrannie de Mobutu, notamment dans l'UDPS, et cette tyrannie a des caractéristiques bien spécifiées, nous avons mené la lutte contre ses successeurs. Ces successeurs qui ont reproduit le moboutisme. Et ces moboutismes, ils ont recopié les caractéristiques du moboutisme. Nous nous sommes battus contre Kabila pendant 18 ans. Ensuite, Tshilombo est venu. Nous savons tous, nous, ses frères, que Tshilombo n'a pas été élu démocratiquement. Nous le savons. Il est arrivé au pouvoir par la même procédure que Mobutu, à quelque chose de près. Et Kabila est venu aussi par la même procédure. Tshilombo aussi, c'était la même procédure. C'était la loi du plus fort. Et j'en parlerai après ce message. Donc, lorsque un frère se lève pour combattre les mêmes aspects dictatoriaux, les mêmes aspects tyranniques contre lesquels nous avons mené une lutte acharnée contre Mobutu, contre Kabila et contre Tshilombo, vous considérez ces frères-là comme un ennemi? Non. Il n'est ni votre adversaire, ni votre ennemi. Non. Vous, mes frères et moi, nous menons la même lutte.
nous résistons à la loi du plus fort. Nous voulons combattre la loi du plus fort. Quelle que soit l'identité de son auteur, quelle que soit sa tribu, quelle que soit son ethnie, quel que soit son clan, nous devons mener une lutte d'idées, une lutte de principes et une lutte à plus forte raison de l'humanité, une lutte humaniste pour tous les hommes de la terre, qu'ils vivent dignement, qu'ils vivent dans leurs droits, qu'ils aient des obligations connues de tous, qu'ils sortent de la discrimination. Alors vous ne pouvez pas vous identifier à votre frère, comme hier les Bangbandi s'étaient identifiés à Mobutu, comme hier les autres ce sont les Katangais ou les gens du Kivu se sont identifiés. Non! Nous devons nous sortir de cette conception personnelle du pouvoir. Nous devons tous nous battre pour une conception spirituelle du pouvoir, pour une conception qui se décline en termes d'institution du pouvoir. Un pouvoir institué et non un pouvoir personnel. Nous devons sortir de cette conception primitive du pouvoir pour monter les marches d'un pouvoir institué, un pouvoir fondé sur des principes, de pouvoir fondé sur des valeurs. Donc, vous ne devez pas me considérer comme votre ennemi. Les gens qui me voient, ils savent que j'étais avec lui dans l'UDPS, ils commencent à dire non, c'est à cause de Mbouyi que nous ne sommes pas au pouvoir. Non. Mbouyi n'avait pas la responsabilité d'un parti politique. Et ce n'était même pas un parti politique. C'était une résistance contre le despotisme. Et une résistance qui a pris la forme d'un parti politique. Mais au Congo-Kinshasa, nous n'avons jamais eu de parti politique depuis 1960. Non, pas du tout. Non, nous sommes dans un syncrétisme culturel. Nous sommes dans l'incapacité de franchir le Rubicon, comme je l'ai dit. Et le fait que c'est le Rubicon du modernisme, de sortir de la conception sanguine du pouvoir à la conception intelligente du pouvoir, de sortir de la forme affective du pouvoir vers la forme intellectuelle du pouvoir. C'est ça la difficulté que nous avons. Alors, compte tenu de notre incapacité à franchir ces Rubicons, par un mécanisme inconscient, cette incapacité a créé une culture intermédiaire entre le traditionnalisme de notre psychisme et le modernisme qui nous a été imposé par la colonisation et par l'esclavage. Alors cette forme intermédiaire, c'est l'informalisation. C'est ce qu'on appelle le secteur informel. Et ce secteur informel a tout englouti. Tous les secteurs modernes fonctionnent de manière informelle. Et c'est comme ça qu'on voit que la justice ne marche pas. L'économie ne marche pas. L'armée ne marche pas. La police ne marche pas. Toutes les structures sociales publiques modernes ne marchent pas. Puisque nous y avons notre incapacité de les adopter a créé une forme syncrétique. Et cette forme syncrétique fait que nous ne sommes plus ni dans le traditionnalisme, ni dans le modernisme. Et c'est toute l'Afrique noire qui est comme ça. Et comment nous pouvons nous en sortir? Voilà la lutte de Mbouyi Kabanda. Voilà ma lutte. Donc moi, je n'ai plus rien à voir avec... Quand je critique Félix, c'est puisqu'il a laissé tomber le fer de lance qu'il avait en main pour franchir le Rubicon. Il a fait tomber ce fer de lance et de la manière la plus vile qui soit.
Il a utilisé des méthodes mesquines, des méthodes pour pouvoir se débarrasser de ces fers de lance-là. Mais moi, je savais à l'avance que Félix n'était pas l'homme de la situation. Mais pourquoi je l'ai proposé à son père? Pourquoi je l'ai proposé à son père? On m'a posé cette question par Kouswanika. J'ai dit, mais la famille Tshisekedi représentait les symboles de la lutte, de la résistance que nous avons menée contre et la loi du plus fort à travers Mobutu et à travers Kabila. Donc, c'était la famille princière pour nous, pour moi en particulier. Le docteur Mpouila et moi, nous avons mené une lutte ici contre la dissidence de Kibasa Maliba. Nous avons mené une lutte ici contre la dissidence de Belchika, qui est notre frère. Et à la fin, cette dissidence nous a rattrapés nous-mêmes. Elle nous a rattrapés pour des raisons de pulsion, pas pour des raisons, pour les raisons d'affect et non d'intellect. Alors, jusqu'à un certain moment, j'étais extrêmement radical par rapport à cela. Et je le resterai jusqu'à ma mort. Puisque je considère que si le monde est aujourd'hui ce qu'il est, c'est grâce au message. Du moins, le monde du côté ici occidental. Le monde est ce qu'il est à cause du message du Christ. C'est lui qui vient apporter la cerise sur le gâteau. Mais le monde d'avant, on les voit à Rome, on les voit en Perse, on les voit à Athènes, on les voit chez les morts, on les voit chez en Égypte. Pourquoi tout ce monde-là est tombé? Il est tombé puisqu'ils n'ont jamais mis l'amour au centre. Ils n'ont jamais placé l'amour du Christ, l'amour du prochain au centre de leur lutte. C'est comme ça qu'ils ont disparu. Et si nous avons des difficultés dans notre pays, en Afrique noire, notre faiblesse vient en partie de ce fait-là. Donc, moi, j'ai donné ces messages-là à mes frères du Kasaï pour qu'ils ne me prennent pas pour un adversaire, qu'ils ne me prennent pas pour les responsables de ce qui est arrivé dans la lutte de l'UDPS. Pas du tout. Je suis aussi victime, comme eux, de la cruauté de nos frères qui ont dirigé l'UDPS. Alors nous devons nous mettre en cause. Nous devons nous remettre en cause tous. Pas seulement nous, les frères de Chilombo, nous devons nous remettre tous, nous, les peuples congolais en général, mais en particulier l'élite. Nous remettre en cause, cela veut dire quoi? C'est faire un examen de conscience. De voir d'où nous venons, de voir où nous sommes et où nous allons. Nous ne l'avons jamais fait depuis 1960. Le mal, c'est l'autre. Le mal, c'est les Belges. Le mal, c'est le Rwandais. Le mal, c'est le Moulouba. Le mal, c'est le Mungwadi. Le mal, c'est le Katangé. Le mal, c'est les Kivusiens. Non. Le mal, c'est nous tous. Le mal, c'est nous tous. Remettons-nous en cause. Pourquoi nous sommes si faibles? Nous, l'homme noir, le plus détesté, le plus anéanti, le plus haï, le plus discriminé. Mais d'où vient cette faiblesse? Posons-nous la question. Et une fois que nous avons trouvé les réponses, on les a circonscrits. Moi, j'ai trouvé. Mais je ne veux pas vous les donner. Vous devez aussi les trouver. Et maintenant, quand vous aurez fait cet examen de conscience, vous verrez les paradigmes dans lesquels nous sommes. Et c'est ces paradigmes-là qui nous empêchent d'aller de l'avant. C'est ces paradigmes-là qui expliquent les blocages. C'est ces paradigmes-là qui font que les autres viennent nous imposer leurs lois. Et quand nous aurons découvert ces paradigmes, puisque le terme paradigme, la plupart des gens, ils l'utilisent sans savoir c'est quoi le terme paradigme. C'est l'idée force qui tient tous les fonctionnements, toute l'organisation de toute une communauté. Cette idée force est spirituelle, cette idée force est culturelle,
C'est autour de cette idée que tout s'organise, autour de cette idée que tout fonctionne. Donc, ici, en Occident, l'idée force, le paradigme, c'est le modernisme. C'est autour du concept de modernisation que tout fonctionne, que tout tourne, que tout se conçoit. Alors, nous devons trouver notre paradigme qui nous tient en esclavage, en auto-esclavage d'abord et en esclavage des autres par la suite. C'est une fois que nous aurons circonscrit ces paradigmes que nous allons maintenant intérioriser notre faiblesse. Découvrir que le monde dans lequel nous sommes est un monde de compétition, dans lequel nous sommes les plus faibles de tous. Alors commençons par accepter cette faiblesse. Ne trouvons pas toujours des boucs émissaires. Alors quand nous trouvons des boucs émissaires, c'est que nous refusons de reconnaître notre faiblesse. Ah, le responsable, c'est Kagame. Mais comment Kagame en est arrivé là? C'était Mobutu. Mais comment Kagame est arrivé là? Comment Museveni en est arrivé là? Moi, j'ai suivi une femme rwandaise qui était, je crois, ministre des Affaires étrangères du Rwanda. À un moment donné, Kagame avait des difficultés sur le plan international. Je voyais même, on écrivait Rwanda killing. Rwanda killing. On a interviewé cette femme-là. Il a dit, on voit seulement celui qui porte les glaives, mais on ne voit pas les commanditaires. On ne parle pas du commanditaire. Il faut qu'on parle aussi du commanditaire. Mais avant Kagame, avant Museveni, nous avons eu Mobutu. Nous avons eu Mobutu. Pourquoi Mobutu? Voilà. Comment on s'est retrouvé si faible alors que nous étions si forts quand Mobutu a pris le pouvoir en 65, en 66, en 67, en 68. Quand je suis arrivé en Belgique, quand on parlait des problèmes du Congo, les journalistes belges disaient, mais Mobutu, à un moment donné, c'était une sorte de vedette ici en Belgique. Mobutu était considéré comme une vedette politique en Belgique. Ça, moi, je ne savais pas. Je l'ai découvert quand je suis arrivé ici. Mais comment sommes-nous tombés si bas? Alors, c'est le Rwanda qui nous a fait tomber si bas. C'est l'Ouganda qui nous a fait tomber si bas. C'est la Belgique qui nous a fait tomber si bas. Bien sûr, il y a des forces centrifuges. Il y a des forces centripètes. Partout où il y a des phénomènes, qu'ils soient sociaux ou qu'ils soient naturels. Il y a des forces centripètes, il y a des forces centrifuges. Tout le temps. Qui justifient même notre existence. Donc nous ne devons pas toujours nous référer aux autres. Nous devons aussi avoir le courage de nous remettre en cause. De nous interroger. Pourquoi c'est ainsi? Et d'aller, une fois que nous avons fait ça, nous allons voir clair. Et quand nous allons voir clair, nous allons chercher à dialoguer avec les plus forts. Mais commençons par accepter que nous sommes faibles. Ne disons pas, nous sommes libres, nous sommes indépendants, nous sommes souverains, c'est notre pays. Ils ne peuvent pas venir. Mais votre pays a été créé par Léopold II, messieurs. Soyez humbles. Vous étiez dans les royaumes et dans des empires tribaux. Votre pays, là, les Congo, l'État indépendant congolais, là, a été créé par Léopold II pour ses raisons propres. Et puis, compte tenu de l'environnement international qui est hostile à ces pratiques au Congo, il a été obligé de léguer le Congo. La Belgique ne voulait pas s'associer à l'œuvre coloniale de son roi. Il est venu récupérer les trains en marche en 1908-1909. Le roi lui a légué ça. Donc, vous ne pouvez pas venir comme ça. Il crée une structure pour que vous vous mettiez ensemble. Vous travaillez ensemble pour aller de l'avant. Vous ratez les coches à cause de votre état anthropologique. On peut vous excuser pour ça.
Et vous méritez les excuses pour ça. Mais après 60 ans, vous n'avez pas d'excuses. Alors, on comprend qu'en 1960, vous n'aviez pas une élite qui pouvait prendre la succession de l'État. Mais le colon, lui, il savait, il vous a proposé un deal. La loi fondamentale de 1960 est un deal qu'on vous a proposé. Mais il nous a manqué de discernement. Nous avons manqué de discernement. Et nous continuons à manquer ce discernement jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ça notre drame. C'est ça notre tragédie. Nous continuons, alors que le Christ, ils sont nombreux les chrétiens au Congo, du moins les déclarés chrétiens. Mais il y a très peu d'élus. Mais les appelés, ils sont millions et des millions au Congo. Mais le Christ, qu'est-ce qu'il vous enseigne? Le discernement. Il vous enseigne le discernement. Vous devez discerner le bien du mal. Mais nous, on confond le bien et le mal, jusqu'à aujourd'hui. Il suffit que mon frère soit président. Tout ce qu'il fait est bon. Je ne veux même pas qu'on le critique. Je suis prêt à assassiner celui qui le critique. À prendre mon arme pour aller tirer dessus. Alors quand il est de l'Équateur, tous les gens de l'Équateur se mettent derrière lui. Allez, on ferme les yeux sur tous les vices. Il peut corrompre tout le monde. Il peut coucher avec les femmes de ses collaborateurs. Il peut prendre l'argent de l'État, faire ce qu'il en veut. Et personne ne doit parler. On t'arrête, on te persécute, on t'exécute. Alors, le plus fort, il vient, il met fin. Il prend quelqu'un d'autre, il met, pour voir si ça... Allez, nous tous, ses frères, nous nous mettons autour de lui. Nous l'entraînons encore dans les mêmes dérives. Et lui aussi devient fou. Il croit qu'il est exceptionnel. Allez, il commet les mêmes erreurs, et puis après 10 ans, après 15 ans, nous commençons à voir qu'il n'y a pas de résultat. Et puis, le plus fort, il met quelqu'un d'autre. Il croit que celui-ci, comme celui-ci, comme il est resté dans des partis politiques pendant 3 décennies, le changement viendra de lui. Puisque lui, il a dit que la lutte qu'il va mener, c'est une lutte de valeurs, c'est une lutte de principes. Donc eux, peut-être, essayons avec eux, peut-être que le changement va arriver. Alors, tous ses frères se mettent autour de lui, ils font de sorte que... Alors, ils font sortir une expression, Machi Amoumenu. Machi Amoumenu. Non. C'est pas ça que les statuts de l'UDPS disent. Lisez les préambules des statuts de 1994 de l'UDPS. Lisez ça. Lisez les préambules, pas autre chose. Lisez les préambules, ce qu'il est dit dedans. Des valeurs qui sont défendues dans les préambules des statuts là de Etienne Tshisekedi de 1994. Lisez. Alors, vous allez à l'encontre de tout ça et vous voulez que les gens vous pardonnent. Alors, maintenant, comme vous voyez que vous n'en pouvez plus, maintenant, vous voulez, vous créez le MPR maintenant. Vous retombez dans le MPR. Mais si vous êtes tombé dans le MPR, c'est puisque vous y étiez déjà. Vous étiez dans l'MPR, vous n'avez jamais été dans l'UDPS. Vous n'avez jamais intégré les valeurs et les principes de l'UDPS. Alors, c'était ça mon message que je voulais donner aux enfants du Congo. Nous devons sortir de l'irresponsabilité. Nous devons avoir de tables rondes partout, intellectuelles, dans nos universités. On doit avoir des tables rondes, puisque la modernisation ne viendra que lorsqu'il y aura une élite modernisatrice. Tant que cette élite-là est enfermée dans les carcans anciens, entre le mélange du traditionnalisme et de quelques éléments du modernisme, nous ne nous en sortirons pas. Alors je suis donné ce message-là, et à la suite de ces messages ici, je vais répondre à quelques questions que mon hôte a prévues. Alors je préfère m'arrêter là, et maintenant nous passons à la deuxième partie qui sera consacrée à l'interview. Je vous remercie.